là, une nuit, on se fait attaquer dans la maison. C'est pas vrai. Donc, la maison, c'était toute la panoplie des systèmes de sécurité que tu peux imaginer. La vidéosurveillance, la connexion avec une société de sécurité qui te dit qu'il va intervenir tout de suite s'il y a quoi que ce soit. Une barrière électrique tout autour de la maison. Nous, on dormait toutes les nuits derrière une grille, un peu comme en prison, tu vois. Tout était barricadé là où on dormait. Parce qu'il y a un vrai problème de sécurité là-bas. Parce qu'il y a un problème. Donc ça, c'était du préventif, tu vois. On s'était dit, jamais on l'utilisera. Mais je veux dire, c'était commun, quoi, que tout le monde soit c'est commun. protégé. Tout le monde a ça. Oui, d'accord. Exactement. Okay. Et plus, nous, on n'avait pas d'armes à feu. La plupart des gens ont en plus des armes à feu. D'accord. Et à minuit moins 5, on entend l'alarme qui se met à hurler dans tous les sens. Et à la caméra, mon mari voit du mouvement. Donc, je m'approche pour essayer de voir ce qui se passe. Et là, je vois une ombre et j'entends en fait des bruits de tissu. En fait, c'était le pantalon du monsieur qui frottait. Et donc là, je hurle à mon mari, je lui dis « panique ». À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballés. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Aurélie Barial a vécu sur 4 continents. Rien que ça. Elle a vécu et traversé 8 pays, élevé 2 enfants, lancé plusieurs projets et affronté plus d'une tempête. Un cambriolage en pleine nuit en Afrique du Sud, une leucémie foudroyante diagnostiquée chez son bébé de 3 jours, des déménagements à répétition, une vie à réinventer à chaque étape. Et pourtant, toujours cette force tranquille, ce regard tourné vers les autres et cette envie de créer du lien. Aujourd'hui, Aurélie nous parle depuis Atlanta et c'est elle qui est à l'origine d'un projet dont vous avez peut-être entendu parler, le Bottin Mondial, un annuaire pour retrouver les pros français ou francophones tout autour du monde. Elle nous raconte son parcours aujourd'hui, ses galères, ses combats, mais aussi les rencontres, la liberté, la joie et cette incroyable résilience qui l'habite. Avant de vous laisser écouter l'épisode, sachez qu'il y a un petit concours qui va être organisé cette semaine sur le compte Instagram du podcast. Je vous invite à nous y retrouver pour trouver plus de détails. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, let's go, direction Atlanta. Bonjour, alors je suis Aurélie, je suis originaire de La Réunion. Ça fait 10 ans que j'habite avec ma famille à Atlanta aux États-Unis, après avoir vécu dans 7 différents pays. Et donc j'habite à Atlanta avec mon mari et nos 2 enfants adultes de 22 et 21 ans. Et ça a été un coup de cœur de découvrir Atlanta et de vivre ici. Et professionnellement, en fait, je me suis beaucoup épanouie aux États-Unis et j'ai créé récemment un site internet qui se veut l'équivalent des pages jaunes pour les professionnels français à l'étranger qui s'appelle Le Bottin Mondial. Un super site internet, d'ailleurs, on y reviendra. Salut Aurélie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Du coup, aujourd'hui, tu vis à Atlanta, tu nous le disais, tu as vécu dans 7 autres pays avant ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de par où t'es passée ? Alors, j'ai grandi à La Réunion, d'une famille créole et avec mon bac en poche, je suis partie à Paris pour suivre mes études. J'ai eu la chance de rencontrer mon mari et là, l'aventure internationale a commencé grâce à lui. Ah, lui, il avait déjà la bougeotte ? Lui, il l'avait pas encore. Il a commencé à avoir la bougeotte quand je lui ai dit, écoute, pour que tu me comprennes, il faut que tu viennes à La Réunion parce qu'on a, c'est spécifique hein, quand on est ilien, etc. Il faut que tu apprennes un peu le créole, etc. Et donc, voilà, donc il est venu à La Réunion et puis là, ça a commencé effectivement. Vous avez vécu ensemble là-bas ? On a habité 4 ans à La Réunion. Et puis après, on a fait un petit séjour à Paris à nouveau, avant d'être envoyé cette fois-ci à Madagascar
pour 3 ans. Et donc ça, c'était en 98. Première expatriation. Je connaissais Madagascar, j'étais déjà allée. Mais c'est pas très très loin de la Réunion. C'est à côté de la Réunion. Par contre, c'est un pays complètement différent. C'est pas la France. C'est un des plus pauvres au monde, Madagascar. Oui, non et malheureusement, j'ai eu des nouvelles récemment, ça s'arrange pas. Et donc, ça a été un séjour qui m'a beaucoup marqué, justement sur le plan humain. Ça a été au début très très dur en fait d'accepter de vivre avec, en côtoyant en fait non pas de la pauvreté mais de la très très grande misère. Ça c'était très dur. Et puis voilà, après ça a aussi forgé mon caractère, ça a aussi forgé ma façon de voir les choses. Et en fait, je suis quelqu'un à la base déjà de très positif. Mais en ayant vécu en plus à Madagascar, il y a plein de choses qu'on relativise en fait. Donc, ça t'apprend à être encore plus consciente de tes privilèges, exactement, apprécier des belles choses de la vie. Tout apprécier. Ouais. Et puis en même temps, beaucoup d'humilité parce que j'ai essayé de faire des actions humanitaires avec des associations, toujours jamais en individuel. Sur place. Voilà. Et puis malheureusement, ça a périclité. Enfin, c'est assez désespérant parce qu'en fait, on veut apporter sa pierre à l'édifice, on veut faire quelque chose pour eux. Et parfois, il y a des décalages culturels qui font que il y a pas de suite donnée à ce qu'on a bâti. Et donc ça, c'est un peu frustrant parce que, encore une fois, c'est des êtres humains et moi, j'ai beaucoup l'être humain pour moi est essentiel et du coup, c'était compliqué pour moi de savoir que les projets n'avaient pas donné suite, quoi. Ouais, je comprends. Donc après Madagascar, on a refait une petite incursion à La Réunion. Et là, je suis tombée enceinte de notre premier fils. Il devait naître à La Réunion et finalement, on est resté juste 1 an et donc on est parti à Paris à nouveau. Donc notre fils est né à Paris par hasard. Et là, on est resté 15 mois et puis on est parti en Afrique du Sud. Et là, j'étais enceinte de notre deuxième. Et donc, on est arrivé en Afrique du Sud en 2001. Et Nathan est né en février 2002. Il est né en Afrique du Sud. Il est né à Johannesburg. Là, c'était un super séjour. Donc, on est resté 3 ans en Afrique du Sud. C'est comment l'Afrique du Sud ? Alors, c'est un pays magnifique. Vraiment, les paysages sont extraordinaires. Ce que j'allais dire, une grande diversité de paysages, beaucoup de nature. C'est ça. Tu as de la plage, du désert, bien sûr toute la faune sauvage extraordinaire, toute la partie des jardins, des montagnes. C'est vraiment, c'est presque un continent en fait. C'est vraiment un pays sublime qui malgré tout a de réels problèmes d'insécurité. Donc, tu sais, parfois on peut dire oui, les journalistes ils grossissent le trait pour faire peur aux gens, etc. Non, en fait, c'est vraiment la réalité. Après, ils ont une histoire aussi qui est pas évidente. Ils ont une histoire qui est pas évidente. Ils ont c'est très compliqué effectivement l'histoire de l'Afrique du Sud. Moi, c'est une histoire que je connais bien parce qu'étant de la Réunion, en fait, pour faire des séjours linguistiques, quand on est à l'école, on va pas en Angleterre ni aux États-Unis. On va en Australie ou en Afrique du Sud. Et donc, j'avais fait plusieurs séjours en Afrique du Sud. J'avais eu cette chance. Donc, moi, j'ai connu l'Afrique du Sud avant l'apartheid et après l'apartheid. Donc, c'était super intéressant pour moi, en fait, de voir l'évolution et les deux volets. Tu veux expliquer peut-être pour les gens justement qui connaissent pas forcément ce pan de l'histoire ? Tout à fait. Et par exemple, quand j'allais en Afrique du Sud en tant qu'écolière, les gens me disaient mais de toute façon avant en Afrique du Sud, il y avait personne. C'était une terre vierge. Donc nous on est venus ici, donc ça c'était le discours des blancs. Ils disaient nous on est venus ici et en fait on a été assez gentils pour accepter que des noirs africains viennent ici travailler pour nous, etc. Et ça, c'était quelque chose qu'ils apprenaient à l'école. Et c'est-à-dire qu'ils avaient leur prêtre leur disait que c'était comme ça. Quoi. Et complètement réécrit l'histoire. Et donc ensuite, quand je suis allée vivre en Afrique du Sud adulte post-apartheid, beaucoup de choses s'étaient passées. Nous, on avait le culte de Mandela parce que de La Réunion, on entendait beaucoup parler de l'Afrique du Sud. C'est vraiment un truc qui a imprégné toute ma jeunesse. Et donc, de voir cette réconciliation, c'était vraiment extra. Et surtout,
j'ai lu un livre qui s'appelle The Covenant, et qui est en fait la vraie histoire de l'Afrique du Sud, qui a été écrit par un Anglais qui s'appelle James Alan Michener. Et en fait, il retrace vraiment depuis les San tout le peuplement de l'Afrique du Sud, l'arrivée des colons, comment ils sont arrivés, quel a été en fait leur état d'esprit aussi quand ils sont arrivés. Et en fait, les gens qui sont arrivés en Afrique du Sud, les personnes qui arrivaient de Hollande, notamment les Huguenots, ils sont souvent arrivés avec des naufrages. Et donc en fait, quand le bateau était détruit, il restait plus rien. Ils avaient juste eux et puis le peu de choses que la mer ramenait. Et en fait, il y avait une Bible. Et donc, eux, ils ont vu ça comme un message. Et donc, ils n'avaient que ça. Et puis, ils ont un peu bâti une légende autour de tout ça en disant, ben voilà, en fait, le message, c'est ça. On a souffert, etc. Et voilà la terre promise. Donc, elle est à nous. Dieu nous l'a donnée. À nous de l'exploiter. Et donc, ça a commencé super comme intéressant. ça. D'accord. Ouais. Ok. Et donc, voilà, ça s'est construit comme ça. Mais de nos jours, en fait, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'impact de l'éducation, des choix finalement d'une nation par rapport à ce qu'elle veut transmettre. Et tu vois, les Sud-Africains blancs qui, au moment de l'apartheid ou même avant l'apartheid, se sont rebellés en disant « mais non, c'est pas ça l'histoire, c'est faux », qui ont été en fait contre leurs parents, contre leurs mentors, leurs professeurs, etc. Eux, je trouve que c'est des gens d'un courage extraordinaire. C'est très difficile de dire à tes parents, mais tout ce que vous m'avez appris, c'est n'importe quoi. Et eux, ils sont allés contre ça. Et j'ai trouvé que c'est des gens que j'admire beaucoup. Et donc c'était passionnant à ce point de vue-là de vivre en Afrique du Sud, de l'intérieur. Et donc voilà. Après, ça a été un séjour très dur pour nous parce que ça faisait 6 mois qu'on était installés et Nathan est né et Nathan a eu un très très gros problème de santé. T'es à l'aise d'en parler ou tu veux pas rentrer dans les détails ? Je suis tout à fait à l'aise d'en parler parce que ça fait partie de notre histoire familiale en fait. Et donc j'ai une grossesse tout à fait normale et l'accouchement à peu près normal. Et j'ai eu une césarienne parce que le bébé était en stress en fait. Et gros bébé, 4 kilos, plus de 50 cm, enfin vraiment le beau couler quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Et puis en fait, il a une détresse respiratoire. Il est parti en soins intensifs, donc on pensait que c'était juste passager. Et en fait, c'était pas du tout passager. Et à J+3, on lui a diagnostiqué une leucémie. Donc, tu savais ce que c'était quand on t'a dit ça Alors, je savais ce qu'était une leucémie, tout à fait. Par contre, un bébé né avec une leucémie, ça, personne n'en avait entendu parler, ni autour de moi, ni les médecins. Oui, c'est très, très rare. Ce qui était très bizarre, en fait, c'est que le médecin qui nous l'a annoncé était en larmes, plus que nous, en fait. Et nous a dit, voilà, on n'est pas sûr de l'issue, etc. Donc, est-ce que vous voulez qu'on continue les traitements ? Et donc pour nous, ça a été le cri du cœur. Ça a été oui, bien sûr, vous continuez tout ce que vous pouvez faire, etc. Parce qu'en fait, en France, on n'a pas du tout la même notion. C'est-à-dire, il y a un malade, on le soigne. On ne pose pas la question de est-ce qu'on va pouvoir payer pour les soins. Et donc ça, c'est pas le cas en Afrique du Sud. Pas du tout. Et donc après, ils nous ont dit, est-ce que vous avez une bonne assurance ? J'ai même des gens de la comptabilité qui sont passés me voir et qui m'ont dit, au fait, la voiture sur le parking, elle est à vous. Parce qu'ils avaient peur qu'on paye pas les factures en fait. C'est violent, wow. C'est vraiment. Alors que t'es en plein séisme émotionnel qui remet tout en question. Les mecs ils sont sur ton dos avec. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu vas payer les factures ? Et donc voilà, c'était pas des moments très agréables. Et donc on a été tout de suite en communication avec des médecins en France. D'accord. Vous en connaissiez ? Oui, par bouche à oreille. En fait, en général, quand il y a un cas dramatique, tu sais, il y a une chaîne humaine qui se met en place et les gens disent, tiens, je connais un tel. Dans ma famille, il y a des médecins. Ils m'ont dit, écoute, appelle un tel, etc. Ils m'ont dit, écoute, il y a un protocole pour cette maladie. Donc, il faudrait qu'ils puissent voyager et que vous puissiez rentrer en France. Et donc, on a dit aux médecins en Afrique du Sud, on leur a dit, écoutez, voilà, vous vous occupez du bébé, vous faites tout ce qui est possible. Et donc, il a passé 15 jours en soins intensifs. Après, on l'a eu à la maison un petit peu.
Et tu vois, le temps qu'il s'alimente, etc. Et puis, dès que ça a été possible... Soit stable pour pouvoir faire le voyage. Ouais. Et on est parti tout de suite à Paris. Et un rapatriement sanitaire, du coup, ça veut dire que c'est un avion médicalisé ? Alors non, il n'y avait pas besoin. D'accord. Donc, en fait, on était en famille. Ma belle-mère était venue. Donc, on était tous les 5 dans l'avion. Et par contre, en arrivant à Paris, ambulance directement vers l'hôpital. Donc, et là, on a été hyper bien pris en charge. On était à Robert-Debré. Et là, c'était l'autre philosophie de la médecine. C'était OK, on prend en charge votre bébé, on va s'en occuper, on va faire tout ce qui est possible. Ils vous attendaient, en fait, ils étaient prévenus. Oui, ils étaient prêts. Tout était là. Les médicaments étaient prêts, tout était là, tout l'encadrement qui va bien et tout ça. Et puis voilà, ça a pris 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, on est rentré en Afrique du Sud avec un relais médical parce qu'il fallait qu'il y ait un suivi. Donc là, c'est très bien passé. On est tombé sur des médecins qui enfin y croyaient aussi parce que vous voyez que voilà. Et puis la belle histoire, c'est qu'aujourd'hui Nathan, il a 21 ans et que c'est un adulte super et voilà. Donc c'est super. Voilà. Donc c'est une belle histoire au bout. Mais une belle histoire, mais un sacré chamboulement. De tout ça. Et du coup, tu as pu comparer effectivement ces approches, je veux dire, presque philosophiques ou éthiques de la médecine et de comment on soigne. Tout à fait. Et c'était vraiment impressionnant de... En même temps, tu vois, c'est un cri d'amour vers la France parce que on a ce système de soins universels et il est tellement précieux. Il faut qu'on le chérisse, il faut qu'on le sauve. On peut pas se permettre de piétiner ce système qui est tellement, tellement fort. Et alors, question pratico-pratique sur ces choses-là, puisqu'on parle de coûts, etc. Tu avais, en fait, toi, gardé une cotisation à une quelconque boîte d'assurance en France, ou du coup, tu as payé tout out of pocket en France, ce qui restait vachement moins cher que l'Afrique du Sud. Comment ça s'est passé ? C'est une très bonne question. En fait, la première fois qu'on a évoqué et qu'on a dit à mon mari qu'on pourrait être expatrié, les 2 points sur lesquels on a été intransigeants, c'est la sécurité. Donc, est-ce que c'est un pays en guerre ? Est-ce que voilà ? Et le médical. On a dit, on ne part pas si on n'a pas une assurance médicale. Et ils ont été France, top. tu veux dire ? Peu importe, une couverture médicale dans le pays dans lequel on va habiter. Et donc, du coup, on a eu une assurance privée. C'est toujours la même assurance qu'on a aujourd'hui. Ça s'appelle le groupe Préventer. Et ils étaient spécialisés, en fait, dans les couvertures médicales des expatriés. Et donc, même quand Nathan a été soigné en France, c'est notre assurance privée qui a payé. Ouais. Super, d'accord, ok. Et ça, c'est un point essentiel. Ne partez jamais, même quand vous voyagez, en fait. Ça coûte pas très cher, mais prenez une assurance médicale. C'est tellement... Voilà, nous, on était en bonne santé, tout allait bien. Enfin, voilà, c'était vraiment le cauchemar qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Mais d'avoir cette assurance qui nous protège, en fait, ça a été aussi... ça nous a aidé à avancer, ça nous a aidé à combattre, à te concentrer sur ton enfant et pas avoir à t'emmerder avec le reste, quoi, parce que t'as pas que ça à penser. Tu m'étonnes. Tout à fait. Et du coup, tu disais pendant ces 6 mois de traitement à Paris, vous avez dû être séparés. Vous êtes tous partis ensemble à Paris. Mais alors, on est partis au début, puis après, Quentin et mon mari ont dû repartir en Afrique du Sud un peu. Et puis après, pour Quentin, c'était trop dur. Il avait 2 ans, c'était vraiment compliqué pour lui. Donc, il est venu habiter avec moi à Paris. Et puis, le temps que le traitement se finisse. Et puis après, on est tous rentrés en Afrique du Sud. En arrivant à l'aéroport, Quentin était déjà arrivé. Moi, j'ai voyagé toute seule avec Nathan, mon bébé, etc. Et j'arrive à l'aéroport et mon fils avec un gros bouquet de fleurs. Enfin, voilà, j'ai pleuré tout ce que... Voilà, c'était super émouvant. Mais voilà, là, la vie a recommencé à être un peu normale et puis on avait sauvé notre enfant et puis voilà, c'était l'essentiel, le plus beau cadeau. Voilà. Donc là, on a bien profité de notre séjour en Afrique du Sud. On a fait des beaux voyages avec ma belle-mère qui est venue, mes parents, etc. Donc voilà. Et puis donc ça faisait 2 ans et demi qu'on vivait en Afrique du Sud, presque 3 ans. Et là, une nuit, on se fait attaquer dans la maison. C'est pas vrai. Donc, on avait la maison, c'était toute la panoplie des systèmes de sécurité que tu peux imaginer. La vidéosurveillance, la connexion avec une société de sécurité qui te dit qu'il va intervenir tout de suite s'il y a quoi que ce soit. Une barrière électrique tout autour de la maison. Nous, on dormait toutes les nuits derrière une grille, un peu comme en prison, tu vois. Tout était barricadé là où on dormait.
Parce qu'il y a un vrai problème de sécurité là-bas. Parce qu'il y a un problème. Donc ça, c'était du préventif, tu vois. On s'était dit, jamais on l'utilisera. Je veux dire, c'était commun, quoi, que tout le monde soit c'est commun. protégé. Tout le monde a ça. Oui, d'accord. Exactement. Okay. Et plus, nous, on n'avait pas d'armes à feu. La plupart des gens ont en plus des armes à feu. D'accord. Et à minuit moins 5, on entend l'alarme qui se met à hurler dans tous les sens. Et à la caméra, mon mari voit du mouvement. Donc, je m'approche pour essayer de voir ce qui se passe. Et là, je vois une ombre et j'entends, en fait, des bruits de tissu. En fait, c'était le pantalon du monsieur qui frottait. Et donc là, je hurle à mon mari, je lui dis « panique ». Et donc, on avait un panic button. Donc, il appuie sur la télécommande pour appeler la sécurité. Et donc, la peur instantanée de folie. Donc voilà, j'ai fait toutes les prières, toutes les incantations à tous les saints du ciel en disant, écoutez, faites qu'il n'y ait pas de sang versé, ni d'un côté ni de l'autre. Je leur en veux pas, c'est des imbéciles, mais je ne veux pas qu'il y ait de meurtre ou quoi que ce soit. Et puis la sécurité dans ces cas-là, la société de sécurité, ils te disent, on intervient. Alors oui, ils viennent, mais eux aussi, ils ont les chocottes. Donc en fait, ils rentrent pas tout de suite dans la maison, tu vois. Donc bref. Et ça s'est bien terminé parce que les voleurs, finalement, pendant que nous, on avait la sécurité dans la maison, ils ont été cambrioler la maison d'à côté. Oh, c'est pas vrai. Donc, il n'y avait pas le même... Non, et ils n'avaient pas le même niveau de sécurité que chez nous. Donc, voilà, ils étaient occupés là-bas. Non, mais ils avaient peur de rien. Hein. Et donc, chez nous, il y avait la sécurité et tout. Et un gag par rapport à ça, c'est que le lendemain, on fait une déposition à la police. Donc, il y a des policiers qui viennent à la maison, qui me font raconter l'histoire, etc. Et le policier qui a pris ma déposition me relit ses notes et il me dit, donc, vous avez vu des hommes noirs rentrer chez vous ? J'ai dit, non. Je vous ai dit qu'ils étaient habillés en noir. Et il me dit, mais madame, il n'y a que des noirs qui font ça. Et le policier était noir. C'était juste dingue. Et là, au bout, voilà. Et donc, finalement, il n'y a pas eu de casse, ils ont rien volé, enfin, tout s'est bien terminé, on va dire. Voilà. Et 2 mois après, on est parti. Donc, la société de mon mari a dit... entre la santé et la sécurité, peut-être que l'Afrique du Sud vous envoie un message, quoi. On va peut-être arrêter là. Et donc, la société de mon mari, ils avaient des managers qui étaient top, qui prenaient vraiment en compte tout ce qui nous était arrivé. Et ils ont dit, bon, effectivement, on peut pas les laisser là. Et il se trouve qu'ils avaient besoin de mon mari en Italie. Donc, du coup, on est parti à Milan. Voilà. Ok, donc on en est au 3e pays. C'est ça. Milan, très sympa, l'Italie, enfin proche de la France. On allait quasiment toutes les fêtes de famille dans ma belle famille qui est de la Drôme. On les a faites, on prenait la voiture. Enfin, c'est génial, c'est royal. Voilà. Et puis la liberté d'aller visiter en fait l'Italie sans regarder l'heure, sans se dire ah là là le soleil va se coucher, il faut qu'on reprenne la route. Voilà, on s'est acheté des vélos, on a sillonné Milan à vélo avec les enfants derrière. Enfin voilà, c'était la liberté retrouvée, se dire on est en Europe et c'est quand même beaucoup plus sûr. Quand tu dis par rapport à l'heure, c'est parce que en Afrique du Sud on vous dit il y a pas de couvre-feu. Si. Non, mais t'essayes de pas être sur la route la nuit. Et si tu es sur la route la nuit et qu'il y a un feu qui tourne au rouge, en fait, tu es autorisé à le griller. On te dit, il faut pas t'arrêter. Ah ouais, d'accord. Voilà. Okay. Donc, tu es en permanence, en fait, en train de planifier. Voilà, c'est ça. Sans être paranoïaque, tu vois. Non, c'est finalement, voilà. Et donc, tu dis, en Europe, on est gâtés, quoi. D'avoir une vie où on peut circuler comme ça. Donc, on en a bien profité en Italie. Ça a duré 11 mois. Donc, c'était un peu court, mais le temps d'apprendre l'italien, le temps de bien apprécier en fait notre séjour italien. Et là, on est parti à Varsovie en Pologne où on a passé 5 ans. Et donc là, ça a été super intéressant pour l'histoire, pour les gens, pour la culture. Voilà, moi j'ai pu retravailler. C'était le premier pays où je pouvais retravailler. Donc ça a été un super séjour. T'avais pas le droit avant, t'avais pas les visas qui J'avais pas les visas qui allaient. En Italie, j'aurais pu, mais bon, c'était 11 mois, c'était pas assez, voilà. Tu bosses dans quel domaine à ce moment-là ? Et à ce moment-là, je m'occupais du portefeuille client pour un chasseur de tête.
Et donc c'était super. Et à la fin, je travaillais même en polonais à 100%. Enfin voilà, c'était. Ah ouais, génial. C'était trop bien. Très très chouette. Et on s'est fait des amis pour la vie là-bas. Ça a été un très très beau séjour. Donc très exotique pour moi parce que la neige et le froid c'était vraiment Réunion, pas voilà. Donc ça a été à ce niveau-là c'était le moins facile on va dire, mais par contre tout le reste très très facile, vie confortable, encore une fois la culture, enfin l'histoire, voilà le poids de l'histoire en Pologne, c'est fascinant. Et puis c'était beau aussi de voir ce pays se développer, tu vois. On est arrivé en 2007 en Pologne. Et je réalisais que 10-15 ans avant, en fait, il y avait des gens qui galéraient pour s'acheter un steak, tu vois. Donc c'était incroyable de voir la transformation. Parce que moi, la chute du mur de Berlin, ça m'avait marqué. C'était un truc c'était gros, quoi. En 89. Bah oui, tu m'étonnes. Moi, j'étais petite, j'avais 4 ans. Mais ouais. Alors, j'étais pas tellement plus vieille, tu vois, mais voilà, j'étais ado et on était en train d'apprendre les blocs en histoire, etc. Voilà. La guerre froide. Et ça m'avait beaucoup ému, en fait, de voir cette transformation. Et donc, d'être dans un pays qu'il avait vécu, c'était aussi vraiment très chouette. Et les gens, ils en parlaient facilement, ou ça restait un chapitre très douloureux Alors, c'est douloureux, mais en fait, c'est pas tabou. Donc ça, c'est bien. Et puis, avec un ami, on a fait une chose qui est, je pense, essentielle à faire. On a fait un pèlerinage à Auschwitz. Oh, wow. On appelle ça un pèlerinage ? En fait, tu peux considérer que c'est comme un pèlerinage. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en fait. Et on n'avait pas emmené les enfants, et heureusement. Et voilà. Et en fait, ça tombe bien que je parle de ça parce qu'on est quand même le 8 mai. Et c'est voilà, tous les gens, tous les idiots qui pensent que ça n'a pas existé, je les invite à y aller, en fait. Tu veux nous raconter comment ça s'est passé cette journée, j'imagine? C'est un truc on a passé 2 jours. Non, on a passé 2 jours. On est parti avec un ami qui voulait le faire et qui avait sa femme et ses enfants qui étaient trop jeunes. Donc voilà, on est parti à 3. Et alors là, ça nous a plombé, quoi. C'est terrible. Ouais. On a visité Birkenau avant, et là, il te montre en fait les murs avec les traces de balles, parce que les gens étaient fusillés là. Il te montre les affaires des gens qui ont été emprisonnés. Et donc, tu as des piles de valises, des piles de chaussures, des piles de lunettes. Et le plus, moi, ce qui m'a bouleversée, tout m'a bouleversée, mais c'était la pile de cheveux. Ils ont gardé les cheveux des gens. Ils ont gardé tout ça. Wesh. J'avais l'impression de voir les gens, en fait. C'était, ça m'a retourné à un point. Mais je pense que c'est un devoir de mémoire, en fait, qu'il faut faire. Aujourd'hui, on peut pas être dans une société où il y a une personne qui dénigre ça et qui en doute. Ce n'est pas possible. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux le révisionnisme, etc. C'est des choses pas possibles, quoi. Donc voilà. Donc j'étais au bout très 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 contente d'avoir fait ce voyage. C'est très important. Un truc qui te marque à vie, j'imagine. Oui, ça tu n'oublies jamais. Oui. Et pour faire plus léger, oui. Tes enfants, du coup, sont français, mais ils n'ont jamais vécu en France? Non, ils n'ont jamais vécu en France, mais ils sont très attachés à la France. Comment est-ce que tu fais pour développer, c'est intéressant comme tu as des enfants adultes en plus maintenant, pour développer ces racines en fait et ce sentiment d'appartenance? Est-ce qu'ils se sentent français d'ailleurs ou pas du tout? Ah, ils se sentent complètement français. C'est vrai, ouais. Ils ont été à l'école française en fait avant d'arriver aux États-Unis, toute leur scolarité. Donc ça déjà, ça crée quelque chose. Et puis une fois par an à peu près, on essayait d'aller voir la famille en France. Donc pour eux, leurs racines sont en France. Donc leurs branches sont éparpillées, mais leurs racines sont en France. Oui, remarque qu'ils ont les 2 parents qui sont français, mais t'as la France métropolitaine et puis t'as la Réunion, donc c'est un grand écart aussi. Ouais, mais ils parlent un peu créole aussi, mes enfants, parce que voilà. Et donc je les ai emmenés à la Réunion aussi. Enfin voilà, ils ont aussi cet ancrage-là, mais c'est vrai qu'étant tous les 2 français, ça aide. À la maison, on parle qu'en français, sauf quand il y a des
pour ici, en tout cas, quand il y a des amis américains, on parle qu'en anglais, même entre nous, on s'est habitué à ça. Mais sinon, quand on est entre nous, on parle qu'en français, on lit en français, on regarde des films en français. Et donc voilà. Donc non, ça a pas été très compliqué, ça. Cette vrai, partie-là. Alors reprenons le fil de notre narration. Donc du coup, tu es en Pologne, donc tu reprends le boulot, tu opères même carrément à 100% en polonais à la fin, génial. Où est-ce que la vie vous amène après ? Au Brésil. Ah ouais, non mais c'est incroyable, ok. Et le gag, c'est que après l'Afrique du Sud, la société de mon mari nous avait proposé d'aller au Brésil. Et là, je leur avais dit, écoutez, je veux bien plein de choses, mais ne me mettez pas 2 fois à la suite des pays avec des problèmes d'insécurité. Je vais pas tenir. Et puis finalement, voilà. Et finalement, on est quand même allé au Brésil. 7 ans plus tard. Voilà, exactement. Et donc, on est arrivé à São Paulo. Okay. Et super séjour, vraiment très très bien. Alors c'est marrant, t'appelles ça des séjours. Enfin, je sais, c'est des tranches de ta vie. Oui, moi, par exemple, j'ai vécu en Bourgogne ou en Normandie. J'appelle pas ça des séjours, tu vois. C'est parce que tu sais que tu vas pas y faire ta vie ou c'est parce que je sais que j'y ferai pas ma vie et que c'est pas mes pays, tu vois. Donc c'est pas un voyage, mais c'est un séjour prolongé. Mais je savais qu'on vivrait pas toute notre vie au Brésil, tu vois. Voilà. Et donc, ville super intéressante, super dynamique. Le portugais, tu l'apprends en 2 secondes. Les gens super sympas, vraiment. Mais tu parles combien de langues aujourd'hui, Aurélie ? Alors, en fait, je comprends encore le polonais, l'italien, voilà. Mais je parle mieux anglais, espagnol et portugais. Voilà. Et le français. Et le créole. Et une petite touche de créole. Voilà. Génial, incroyable. D'accord. Et donc, le Brésil, super séjour. Et puis, pareil, des connexions avec les gens géniaux. Enfin, les Brésiliens, c'est vraiment des gens. La vie est belle, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est chouette. C'est quoi, c'est des gens optimistes, tu veux dire ? Très optimistes, ouais, toujours. Alors, ils sont beaucoup dans l'émotion, donc ils n'hésitent pas à évacuer leurs émotions aussi, à pleurer, à crier, etc. Mais ils sont dans la vie, en fait. Dans l'authenticité. C'est très, très vivant. Comme ils se parlent, tu vois. En plus, pour toi, c'est hyper facile de te fondre dans la ville. Parce que tu peux être brésilienne, tu vois. C'est tous les stéréotypes. Donc, du coup, moi, les gens, ils se parlent tout le temps. Donc, tu es arrêté à un feu dans la rue, les gens, ils commencent la conversation, tu vois. Et ils te parlent en portugais parce qu'ils pensent que tu es brésilienne. Ouais, il n'y a pas de raison de penser que tu n'es pas de là, quoi. Pas du tout. Et donc, du coup, forcément, tu as envie d'apprendre le brésilien aussi parce que c'est tellement festif et tout. Tu as envie de comprendre ce qui se passe. Tu as envie de faire partie de la fête, quoi. Exactement. Et tu as envie de faire des blagues avec eux, etc. Et donc voilà. Bon, en étant français, franchement, ça apprend très facilement le brésilien. Le portugais avec l'accent brésilien, parce que c'est des langues latines, donc tu vois, il y a plein de mots qui marchent pareil, quoi. Ouais, d'accord. Donc, et vous restez tu peux combien essayer. De temps au Brésil ? On est resté 3 ans. On est resté 3 ans et on s'est effectivement beaucoup plu. Alors là aussi, il y a des problèmes d'insécurité qui sont réels. C'est pas des blagues non plus. C'est pas des trucs montés par les médias. Voilà. Et donc, on était dans une résidence sécurisée et tout. Après, moi, j'aime bien connaître en fait les endroits un peu comme les locaux, en fait, vivre un peu comme tout le monde. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que au début de mon séjour, je m'étais installée à un restaurant de l'hôtel où il y avait une grande vitre et donc je voyais tout ce qui se passait dans la rue. Et en fait, j'observais le comportement des gens dans la rue en me disant voilà, est-ce qu'ils sont apeurés, est-ce qu'ils n'ont pas de sac, est-ce que voilà. Et quand j'ai vu les gens super cool déambuler normalement, je dis bon, c'est bon, ça va. Et donc je sortais avec juste un petit sac, je sortais jamais mon téléphone en ville, etc. Mais du coup, j'ai parcouru toute la ville. Je suis allée en métro partout. Enfin, j'avais pas peur du tout, quoi. Je faisais attention, c'est tout. Mais j'avais pas la trouille au ventre de sortir, quoi. Ok. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu parfois le risque aussi, et c'est pas un jugement de valeur, on fait tous comme on peut, mais quand on bouge très 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 souvent autour du monde, c'est pas facile en fait de trouver les codes pour aller, percer entre guillemets dans la communauté locale. En fait, on peut avoir tendance, par exemple, je sais pas, t'as fait 11 mois à Milan, dire ok, je vais retrouver peut-être une communauté d'expats qui va m'aider à vivre ce séjour le plus simplement possible, et puis
même si on adore la culture locale, c'est pas facile en fait de rentrer dedans. Comment est-ce que tu t'y prends ? Je me dis qu'avec toute ton expérience, tu as certainement des clés en fait. Tu as l'air d'aimer justement cette connexion, ces attaches aux locaux. Comment est-ce que tu t'y prends ? Est-ce que tu peux nous faire un petit guide ? D'abord, quand je vois une personne, je vois un humain. Je vois pas un étranger, je vois pas une personne avec une couleur de peau. Voilà, je vois un humain avec qui je peux communiquer, avec qui je peux connecter, tu vois. Donc voilà, et après j'observe. En fait, je regarde comment font les autres. Je regarde comment ça se passe. Je m'imprègne de l'ambiance. Et puis j'ai pas peur de parler aux gens, tu vois. Je vais te donner un exemple. Quand on était à Paris pour Nathan, un ami nous a prêté un appartement quelques mois. Et donc, je me suis dit, bon, les voisins, ils vont voir qu'il y a du mouvement dans cet appartement qui est généralement pas trop occupé. Donc, je vais aller me présenter. Et donc, je toque à la porte de la voisine. Et là, elle avait une chaînette, tu vois, à sa porte. Donc, elle ouvre, elle fait, c'est quoi ? Et donc, je lui explique. Je lui dis, bah voilà, j'occupe l'appartement de monsieur machin. Vous allez peut-être me voir un peu dans... Je voulais juste me présenter, que vous posiez pas des questions sur ma présence, quoi. Et là, elle me dit, attendez, elle enlève sa chaîne, elle ouvre grand sa porte et elle me dit, mais c'est adorable de venir vous présenter comme ça. Si vous avez besoin d'un œuf ou de sel, n'importe quoi, n'hésitez pas. Hein. Et c'était à Paris, tu vois. Et donc, en fait, quand tu brises la glace, bien souvent, elles font. J'ai fait ça partout, hein, partout. Tous mes voisins, je suis toujours allée voir, que ce soit en France ou à l'étranger. Ouais. Pas avoir peur d'aller vers les autres. Non, c'est des humains. Ils sont comme tout le monde. Donc, on est à São Paulo en 2015. Et là, on a le choix, en fait, de plusieurs pays, plusieurs villes. Et on décide que c'est le moment de venir aux États-Unis parce que nos enfants ne parlent pas un mot d'anglais. Mais ils parlent 12 langues à côté. Voilà, c'est ça. Mais ils savent dire yes and no et c'est tout. Puis le peu de cours qu'ils avaient eu à l'école. Donc, ils étaient pré-ados, etc. On s'est dit, quand même, les États-Unis, ça doit être sympa. Donc, allez, on va aux États-Unis. Pourquoi les US ? C'était quoi à part la langue, c'était quoi qui vous attirait sur les US ? On était venus en voyage, on avait bien aimé, et puis on avait quelque part un peu le rêve américain, de se dire, un jour, c'est une expérience qu'il faudrait qu'on ait, en fait, de vivre aux États-Unis. Et donc, on choisit Atlanta pour l'aéroport, parce que mon mari avait besoin d'aller sur tous les continents. Et c'est un des seuls aéroports, voilà, qui te permet, en vol direct, d'aller partout sans connexion. Donc, beaucoup de gain de temps, d'énervement, etc. Et donc, on s'est dit, bon, voilà, on va aller à Atlanta et puis on essaiera. On aura le visa de toute façon pour les États-Unis. Donc, si ça nous plaît pas, on bougera à l'intérieur du pays. D'accord. Et tu me vois 10 ans plus tard et on est toujours à Atlanta. Et là, on prend racine. Puis-je vous demander maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées ? Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Avant que tu me parles de cette expérience américaine, nous allons nous prêter à un jeu, le jeu des Fire Questions. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Non, je vais découvrir ça. Bon, Fire Question, en gros, c'est des questions et tu me dis en un mot ou 2-3 mots, enfin bref, très rapidement, ta réponse. L'idée, c'est d'être très spontané. Ok ? Ok. Ton pays coup de cœur ? Afrique du Sud. Malgré tout ce qui s'est passé. Le truc le plus galère que tu aies eu à gérer en tant que Française vivant à l'étranger ? Vraiment dans ma posture de Française. La honte d'être Française. Ah ouais ? Pourquoi ? Ouais. Parce que entourée de Français qui se comportaient mal. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été une fois à l'aéroport. On rentrait d'Afrique du Sud. Il y avait 3 vols long courrier. Il y avait un vol d'Asie, 2 vols d'Asie et un autre vol de je sais plus où. 7h du matin. Et donc, tu sais que les Japonais, quand ils viennent en France, c'est pratiquement le voyage de leur vie. Hein. Ils viennent de l'autre bout du monde, etc. Et là, des Français qui hurlaient, qui coupaient les fils, qui respectaient pas les lignes d'attente, etc. Avec mon mari, on s'est parlé en anglais. On voulait pas que ces gens, ils pensent qu'on était pareil que les autres. C'était la honte intégrale. Ouais, vraiment. Ouais. Ça, j'ai pas aimé du tout. L'arrivée, moi, je suis toujours très heureuse de rentrer en France en vacances et tout, mais
L'arrivée à Roissy, il faut être zen, hein, parce que les gens courent, ils passent sous les barrières, ils essayent de gratter tout ce qu'ils peuvent, et tu dis mais c'est pas possible. Alors après, il y a des gens qui sont très classe parce qu'ils sont pressés et ils le disent en fait. Ils disent j'ai un avion à prendre. Et donc, dans ce cas-là, tu comprends, en fait, qu'ils courent. Mais il y en a plein, non, c'est juste pour risquer la queue et puis penser que les autres sont des imbéciles parce qu'ils font la queue alors qu'eux, ils sont les plus malins, tu vois. Et donc, ça voilà, un moment Sans faire embarrassant. du French bashing, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. L'objet dont tu ne te sépares jamais, malgré toutes ces années à l'étranger, est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, qui t'a suivi justement depuis cette toute première expérience ? Alors, en fait, on voyage comme les tortues. On amène quasiment tous nos meubles à chaque fois parce qu'on estime que ça sert à rien d'avoir des trucs pour qu'ils soient dans une caisse en France et on sache même plus ce qu'on a, en fait. Donc voilà, et après j'ai 2 petits fauteuils en fait qui sont des fauteuils créoles que mes parents nous ont offerts pour la naissance des enfants. Et donc voilà, eux c'est sentimental. Ouais, tout à fait. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu parles beaucoup de langues, ou en tout cas tu en comprends encore pas mal, et puis tu as été initiée à pas mal de langues. Est-ce qu'il y a une autre langue que tu rêverais de parler couramment ? Alors j'aimerais bien en fait apprendre l'allemand. Parce que je pense que c'est très intellectuellement intéressant et stimulant. Voilà, j'avais le mot en anglais qui arrivait, tu vois. Je cherchais. Et puis, ouais, non, c'est tout. Après, je pense qu'avec ça, je peux couvrir pas mal de pays déjà. Je peux voyager dans beaucoup d'endroits. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un film ou quelque chose dans cette lignée qui t'a, je sais pas, inspiré ou qui t'a soulevé, soutenu dans des moments plus difficiles dans ta vie à l'étranger ? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, je lis beaucoup. C'est très éclectique. Je lis de tout. Donc non, j'ai pas de Madeleine de Proust à ce niveau-là. Ouais. Ta manière de prendre soin de toi aujourd'hui ? Alors, c'est une bonne question parce que ça m'a pris du temps. Tu vois, quand Nathan était malade, en fait, moi, je me suis complètement effacée. Oubliée. Ouais. Voilà, c'était mes enfants d'abord et tout. Et en fait, c'est des amis intimes et puis ma famille qui m'ont expliqué, m'ont dit non, mais il faut aussi que tu prennes soin de toi, etc. Donc après, c'est rentré avec les années, voilà. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment bien dans mes baskets et j'avance et voilà. Et comment tu fais justement pour avancer et prendre soin de toi ? J'aime bien être maître de mon temps. Tu vois, donc le plus grand luxe, c'est le temps. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis comme je suis auto-entrepreneur, du coup, j'ai personne qui me dit tiens, il faut que tu sois là, que tu fasses ci, que tu prennes. Donc ça, c'est une grande liberté, énorme liberté. C'est un luxe énorme. Et donc voilà. Et puis après, je fais entre 1 et 3 heures de sport par jour. Par jour, 3 heures tous les jours ? Ouais. Waouh, tu fais quoi ? Donc je fais de la musculation, je fais du pilates. Je fais du golf, mais en marchant avec mon sac sur le dos. Et, t'as pas la petite voiturette. Non. Et je fais du pickleball. Et voilà. Et puis occasionnellement du tennis, de la natation. Voilà. Le plus régulier, c'est vraiment golf et musculation. C'est ce que je fais le plus souvent. Génial. Et alors, dernière fire question, c'est quoi ton mantra actuel en un mot ou en une phrase ? Maîtrise ton temps et tu seras gagnant. Très bien. C'est toi ou c'est une vraie expression ? Non, je viens de la sortir. Non, parce que ça rime et tout, tu sais, je me dis. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Revenons-en à nos moutons. Donc, tu arrives à Atlanta. Qu'est-ce qui vous a poussé à repartir du Brésil ? C'était cet appel vers les États-Unis ? Alors, mon mari avait fini sa mission, en fait. Et donc, il avait une nouvelle opportunité de poste dans sa société. Et donc voilà. Donc, du coup, en gros, c'était le bon moment, quoi. Oui, c'était le bon moment. Voilà, exactement. D'accord. Et alors, comment est-ce que s'est passée l'installation à Atlanta ? Ça a été assez facile, en fait, parce que j'ai été bien aiguillée. Parce que tu as de l'expérience. Et puis, j'ai été bien aiguillée. Je suis tombée sur les bonnes personnes qui m'ont donné les bons contacts d'agents immobiliers, etc. Et puis, les enfants, on les a changés d'école pour la première fois. Donc, ils sont allés dans le système américain. Et ouais. Tu peux me parler de ce choix, justement, de partir dans le système américain ? En fait, à Atlanta, il n'y a pas vraiment d'école française. Il y a une école qui a un contrat avec l'éducation nationale, mais ils n'avaient pas de place pour mes 2 enfants. Ils m'en prenaient un sur les 2.
Et donc moi j'ai dit non, je vais pas avoir un enfant dans un système scolaire et l'autre dans l'autre, ça va pas du tout marcher. Donc on a bien réfléchi et on s'est dit écoute, le système scolaire américain, il doit pas être pourri, il a même plutôt l'air d'être pas mal. Donc ça doit pas être une punition d'aller à l'école publique américaine. Par contre, on va les mettre dans les meilleures écoles. Quitte à faire la bascule, voilà. Et comment est-ce que tu t'y prends pour trouver les meilleures écoles ? Parce que ça peut être un truc un peu subjectif aussi de dire la meilleure école. Il n'y a pas forcément de classement. Si, il y a un classement et il y a un site avec un classement des écoles entre 0 et 10. Et donc, en fait, après, tu as les critères. Donc, c'est hyper bien détaillé. Tu sais exactement dans quoi tu t'engages et pourquoi l'école est notée ainsi. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'habiter là où on habite, parce qu'en plus, on allait peut-être avoir besoin des 3 niveaux d'école. Donc, il nous fallait un endroit où les 3 niveaux d'école soient à 10. Et donc, on a trouvé cet endroit et effectivement, ça a été super pour les garçons. Ils ont beaucoup, beaucoup aimé la pédagogie américaine. Et voilà, ils ont fait leurs études ici et voilà, tout s'est enchaîné, quoi. Trop bien. Donc, tu installes la petite famille, en gros. Ton mari reprend le boulot, tes fils vont à l'école. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Aurélie à ce moment-là ? Donc, moi, j'avais plusieurs expériences déjà dans le coaching, dans la communication. Enfin, voilà, j'étais commerciale à la base. Et j'arrive dans ce pays et je me dis, bon sang, il y a quand même un gros problème alimentaire. Il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui te choquait ? La qualité des aliments, le manque de culture alimentaire, voilà, faire la junk food. Que les gens connaissent pas, tu veux dire ? Non, ils ont oublié, en fait. C'est vraiment impressionnant. Donc, je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose dans ce domaine. Et une voisine me dit, écoute, tu devrais suivre les cours de telle école à New York, parce qu'ils font ça en ligne, c'est génial, etc. Donc, je me renseigne. Et effectivement, je passe un diplôme américain. Parce qu'en fait, ma posture, je ne voulais pas me lancer et que les gens aient l'impression parce qu'elle est française, elle pense qu'elle sait mieux que nous. Tu vois ? Donc, je voulais absolument avoir une accréditation américaine pour, en fait, leur dire non, c'est pas parce que je suis française, c'est juste vos médecins, vos scientifiques, vos coachs qui disent que ça va pas, ce que vous faites. Si les choix alimentaires n'avaient pas de conséquences, tu te dis, bon, ok, ils mangent mal, c'est pas grave, c'est une question de goût, pas de souci. Le problème, c'est qu'il y a des implications et que les gens sont malades et que ils ont, enfin, l'espérance de vie aux États-Unis, elle est, je crois, au moins de 8 à 10 ans inférieure à l'espérance de vie en France. Ah ouais ? On est dans un des pays les plus modernes du monde. Il y a quand même un souci, tu vois. Et ça vient en partie de l'alimentation, mais aussi, bien sûr, de la sédentarité, des habitudes de vie, etc. Et donc voilà. Donc, j'ai passé ce diplôme. Et c'est un diplôme de quoi exactement ? Alors, c'est un diplôme de coach en nutrition. Okay. Donc, c'est équivalent d'un diététicien en France, tu vois. Donc, je fais ça. Et à la fin du cursus, ils nous disent, et si vous avez envie d'écrire un livre, on a un autre cursus, etc. Et il me vient l'idée d'écrire un livre de cuisine hyper simple, mais qui concurrence McDonald's et toute la junk food. Et donc, mon livre s'appelle « Cuisiner pour $1 ». D'accord. Et donc, l'idée, c'était de démontrer qu'avec $1, on peut faire soit un repas, voilà, soit une portion, tu vois, de quelque chose d'équilibré, etc. Et donc, j'ai fait ce livre et j'ai écrit 70 recettes qui toutes, avec une démonstration mathématique, tu vois, prouvent que voilà, tu peux te nourrir sainement pour pas cher. Et donc ça a assez bien marché en fin de compte. Du coup, tu l'as écrit en anglais parce que ton objectif c'était d'apprendre ça aux locaux. Oui, j'ai tout écrit en anglais. Et tu l'as fait en auto-édition ou Oui, auto-édition. Non, auto-édition. Parce qu'en plus, moi, je partais sur un prix, donc je savais que les prix allaient évoluer, donc j'étais pressée. Tu vois, si j'étais partie avec un éditeur, on m'aurait peut-être pris 4-5 ans et mon livre aurait été caduc. Donc du coup, je l'ai fait en auto-édition. J'ai fait toutes les photos, donc ça c'était très fun de faire les photos. Le plus compliqué. Tu cuisinais déjà beaucoup alors avant tout ça, ou je cuisinais un peu. Une passion Non, je déteste cuisiner à la base. Ah, c'est vrai. Mais quand je suis devenue maman, j'ai été obligée de m'y mettre. Et puis, c'est venu petit à petit.
Et surtout, moi, je fais des trucs super simples, tu vois, vraiment pas compliqués. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut marcher avec les Américains parce que du coup, c'est des recettes vraiment faciles, quoi. Et effectivement, ça a bien marché. Je crois que j'ai vendu près de 800 livres. C'est quand même pas mal, tu vois. Et donc, le plus compliqué, ça a été de traduire mes proportions en cups, en fait, et en spoons, etc. Donc, de tout transformer à l'américaine. Voilà, exactement. Ouais. Parce que ça, c'est un truc, on en a parlé dans un autre épisode il y a pas longtemps, mais c'est vrai que moi, quand j'arrive aux États-Unis, je m'achète une balance, tu sais, pour pouvoir peser mes ingrédients. Et en fait, tu regardes les avis sur Amazon, les gens, ils achètent des balances uniquement pour peser le cannabis, pour peser le shit. Et je me souviens, tu sais, genre, j'étais chez une copine, on me préparait pour Thanksgiving, je lui dis, tu peux me passer ta balance? Mais pourquoi t'as besoin d'une balance? Et en fait, c'est vrai que ça paraît con, en fait, comme ça, de dire on transcrit le truc de grammes en cups, en ce que tu veux, mais c'est un vrai sujet, en fait, parce que t'as pas les outils, enfin, c'est pas évident. Tout à fait. C'est même assez compliqué. Et donc, je lance mon livre, et à ce moment-là, Thermomix se lance en Géorgie. D'accord. Et moi, j'avais un Thermomix, donc je me suis dit, tiens, je vais suivre l'aventure. Vous connaissez pas, c'est les robots de cuisine. C'est un robot qui fait tout, voilà. Et donc je suis devenue consultante pour Thermomix. Après, j'ai été Sachant qu'à la base, tu détestes cuisiner, t'es quand même incroyable. Et justement, c'est pour ça que j'adore le Thermomix, parce qu'il fait tout. Donc voilà, donc ça a été l'aventure, mais j'ai appris plein de choses, en fait, en étant consultante pour Thermomix, en étant chef d'équipe. Ça m'a appris, en fait, que j'étais capable, que je pouvais gérer une équipe, que je pouvais bosser en anglais, enfin voilà, plein de choses, en fait. Et ça a construit finalement un peu plus de confiance en moi. Et puis voilà. Et puis donc il y a 2 ans, j'observe sur Internet un peu ce qui se passe sur des pages, etc. Et je vois des gens poser des questions. Est-ce que vous connaissez un avocat spécialisé en droit américain et français? Est-ce que vous connaissez un comptable et ceci et cela, etc. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre parce que les questions reviennent souvent. Et finalement, ces personnes, je regardais après les commentaires, les réponses, et je me dis, en fait, les réponses, parfois les gens veulent être gentils, mais ils répondent à côté. Il y a beaucoup de perte d'informations. Et les personnes qui posent la question, finalement, sont tributaires de qui a vu la question, de qui a la réponse et de qui prend le temps de répondre. Donc, ça fait quand même beaucoup de perdition. Et de l'autre côté, les professionnels qui, eux, ont les compétences, n'ont pas forcément leurs clients sur ces pages. Donc, est-ce qu'il existerait quelque chose qui fédère toutes les informations, les coordonnées des professionnels français qui sont à l'étranger? Donc, je recherche ce qui existe. Et je me rends compte qu'il existe beaucoup d'annuaires privés et il n'y a pas un annuaire tout seul. Qui centralise tout, quoi. Voilà, et qu'en plus, il y a beaucoup d'annuaires privés qui sont accessibles qu'aux membres des clubs, des associations, etc. Donc finalement, le grand public n'a pas accès. D'accord. Et voilà comment est né le Bottin mondial. D'accord, donc c'est comme ça que tu décides de... Donc là, tu vois une opportunité... Et tu dis, moi, ça va être ma mission de centraliser tout ça et de rassembler tout ce beau monde, en gros, sur une plateforme. C'est ça. Comment ça marche, alors, le Bottin mondial? Alors, il n'y a que les professionnels qui ont un compte sur la plateforme à un coût très réduit, donc $12 par an. Et du coup, ils peuvent actualiser leurs données, ils peuvent changer, parce que dans le monde de l'expatriation, c'est ça, on change... Là, tu vois, en un an d'existence, j'ai déjà des personnes abonnées qui ont changé de pays. Donc, ça va très vite. Et donc, du coup, pour $12, ils ont leur compte, ils ont accès à leurs fiches, ils peuvent renseigner tout sur leur société, etc., mettre le lien direct vers leur site Internet. Et le site, en revanche, il est 100% gratuit pour tous les visiteurs. Donc, n'importe qui peut aller consulter. Moi, je cherche, tu disais, par exemple, je sais pas, un avocat spécialisé droit de la famille franco-américain, bam, je peux aller rentrer mes critères. Exactement. Et chercher directement dedans. Exactement. Et est-ce qu'il y a un moyen pour les gens, parce que c'est aussi le côté sympa de Facebook. Le truc Facebook, c'est que tu vas pas forcément avoir des trucs consultables sur des années. Enfin, en tout cas, c'est pas facile à chercher. Mais c'est que tu as le retour de la communauté. Est-ce que les gens, du coup, peuvent peut-être, je sais pas, faire des retours moi, j'ai bossé avec cet avocat, avec ce libraire, avec ce psy, ce machin, enfin, j'en sais rien. Alors, pas sur le site. Non, pas sur le site. Et ça a été une grosse question. C'est, est-ce que je mettais un ranking et des reviews
Donc, comment on dit reviews en français? Des avis. Des avis, merci. Et donc, j'ai vu, en fait, les déboires que ça avait créé pour certains professionnels, par exemple sur TripAdvisor, où des gens mal intentionnés avaient mis des critiques. Enfin, ça peut avoir des conséquences très, très graves. Et donc, du coup, je me suis dit, finalement, les avis... Faudrait modérer en temps réel le truc. Aussi. Et puis, de toute façon, les avis, ils sont partout sur Internet, sur les professionnels. Donc, ils sont sur leur site, ils sont sur Google. Donc, les gens, à partir du moment où ils font leur sélection, mettons des déménageurs. Donc, ils prennent 3-4 déménageurs, ils vont voir les avis. Et après, les gens sont assez malins pour se faire leur propre opinion, tu vois. Mais j'ai pas voulu mettre le doigt dans l'engrenage de ce système parce qu'il a ce côté pervers. T'as une responsabilité, du coup, aussi, vis-à-vis de... Exactement. De ça. Et puis, après, il y a des histoires de clochers, tu vois. Il y a des concurrents qui se détestent, mais des clients peuvent aimer l'un et aimer l'autre pour d'autres raisons, tu vois. Donc, moi, je veux pas rentrer là-dedans. Et puis voilà. Puis l'objectif aussi du Bottin Mondial, c'est vraiment d'avoir tout le monde. Tu vois, les petits comme les gros. Tout le monde a la même visibilité. Voilà. Tu peux pas payer plus pour être en haut de la page ou quoi que ce soit. Non, sauf si j'ai un sponsor, tu vois. Mais bon, pour l'instant, voilà, tout le monde paye $12. Il y a pas de passe-droit ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, tu vois, j'ai des petits artisans, des gens qui commencent, je pourrais avoir des babysitters, je pourrais avoir, tu vois, pour $12, c'est un café chez Starbucks. Donc vraiment, pour la communication de tout le monde. C'est vrai que le café est très cher chez Starbucks. Oui, surtout si tu mets les cocktails rajouts, signature, machin, plus le type, plus les taxes, etc. Donc voilà, c'est symbolique, hein, mais, ouais, bien sûr. Et donc voilà. Et puis la grosse surprise, en fait, c'est que en 11 mois d'existence, j'ai 24 000 visiteurs sur le site. Mais félicitations, c'est énorme. C'est énorme. Et les gens viennent surtout des États-Unis, un peu partout dans le monde, comment? Alors, France, à 30%, 30% États-Unis. Ok. Et le reste se répartit entre, c'est amusant, l'Afrique du Sud, l'Océanie et l'Asie. Ouais, ils te suivent un peu. Donc voilà, bon, après, ça va faire tache d'encre, tu vois. Bien sûr. Mais donc non, c'est super. Et en parallèle, en fait, je propose à des professionnels et ceux qui veulent, en fait, pour $50, je leur fais leur interview. Et leur interview est en permanence sur le site, sur la page qui s'appelle Parcours. D'accord. Et après, c'est un support publicitaire pour eux, en fait. Et moi, je l'utilise parce que je fais des posts tous les jours. Ouais. Et moi, je fais des posts tous les jours. Donc, soit je colle à l'actualité de la personne, soit je colle à l'actualité en général et je me dis, tiens, il y a tel professionnel qui est dans tel domaine. Donc, du coup, boum, je fais un post relié, tu vois. Et ça marche assez bien. Donc, c'est génial. Donc voilà. Et donc là, on a parlé des visiteurs et les professionnels, ils viennent un peu partout aussi? Oui, là, ça y est, j'en ai vraiment de tous les continents. Il y en a 182. Il y a des gens qui m'ont dit on va le faire. Bon là c'est les vacances et tout, donc il y a les sorties scolaires. Il y a toujours un truc qui. Le mois de mai aux États-Unis, c'est un peu l'enfer. Ouais, et en France, quand t'as des enfants. Ouais, et en exactement. France, t'as tous les ponts en plus. Et voilà, tout, ouais. Exactement. Et donc voilà, donc ça, en un an d'existence, si tu veux même pas, je trouve que ça marche bien. Je pense que mon coup de bol en fait, c'est le nom. Le Bottin Mondial, parce que c'est hyper facile à retenir. Et c'est sympa. C'est ça. Et puis, tu vois ce dont il est question tout de suite. Je n'ai pas tellement besoin d'expliquer. Donc ça, c'est... Ouais, bien sûr. Et c'est drôle comme le cerveau fonctionne, parce qu'en fait, j'avais l'idée, j'avais le concept, tu vois, de mon site. Et c'est un matin, je me réveille et je dis à mon mari, je sais, je vais l'appeler le Bottin Mondial. Ah, génial. Et c'est une marque déposée. Donc, d'accord. Et d'un coup, c'est évident, quoi. Ouais. Et d'un coup, ça colle, tu vois, c'est marrant. Ouais. Ah, c'est trop bien. Ouais. Et bravo. Merci beaucoup. Du coup, c'est entre tes 3 heures de sport quotidiennes, quand même. Hein. Enfin, 1 à 3 heures de sport. 1 à 3. Et ça, t'es bien occupée? Oui, alors mes enfants sont grands, tu vois, donc j'ai plus cette logistique. Si j'ai pas trop le temps de manger à midi, je skip. Enfin voilà. Mon mari travaille aussi, donc du coup voilà, on se gêne pas. Moi, j'essaye de caler en fait tous mes rendez-vous, mes appels, mes relances, etc. Je fais ça quand lui travaille. Donc c'est l'avantage aussi d'avoir mon business, c'est que du coup au niveau de mon emploi du temps, tu vois, c'est hyper souple.
Et donc, du coup, je peux vraiment jongler avec les contraintes de mes hommes, on va dire. Tes envies. Et puis moi, voilà, et ma vie Ouais. sociale, et parce que je suis membre de la chambre de commerce ici, je suis membre de Elle. Enfin, voilà, j'ai aussi pas mal de groupes sociaux dans lesquels je suis assez active. Donc voilà. Mais après, quand c'est une passion, en fait, c'est plus un boulot, tu vois. Quand c'est ton truc, toi, c'est pareil. Avec ce que tu fais, c'est tellement... tu vois, tu as trouvé la finalité de ce que tu aimes faire, de la façon dont tu veux gérer tes podcasts, par exemple, etc. Et donc, du coup, c'est quand même un boulot. Hein. Tu considères que c'est un boulot. Alors moi, j'adore ce que je fais, ouais. Mais c'est pas les seules choses dans ma vie, comme toi d'ailleurs. Et du coup, des fois, il faut se remotiver parce que quand c'est juste une passion, on peut dire là aujourd'hui j'ai pas envie. Mais quand c'est le boulot, non, j'ai des trucs à rendre, j'ai des trucs, tu vois. Tout à fait. Mais j'aime bien cette discipline aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi aussi, il y a des fois, il y a des trucs que j'ai pas envie de faire. Mais je sais que si je les fais, en fait, ça va me faire gagner du temps pour après. Et voilà. Un cercle vertueux. Et donc, je m'y mets. Et voilà. Et c'est cette autodiscipline, en fait, qui te permet d'avancer aussi. Tu vois. Sinon, effectivement, il faut que tu fasses partie d'une équipe qui va te driver, qui va te dire, voilà, donner des lignes de conduite. Quand tu es seul à bord, c'est à toi vraiment d'être discipliné et de bien garder en tête ce que tu veux. Et tes du objectifs. coup, voilà, exactement. Et de dire, oui, il y a des moments moins sympas, mais c'est normal, quoi. Exactement, ça fait partie de la vie. Tout à fait. Je sais pas, du coup, tu vois, tu faisais le parallèle avec les podcasts aujourd'hui. Moi, je sais qu'une des grandes richesses, par contre, des podcasts, un truc que j'avais pas anticipé autant au début, c'est le pouvoir des rencontres. Toi, j'ai l'impression que tu es très ancré aussi dans ton environnement là où tu vis aujourd'hui. Est-ce que le Bottin Mondial, justement, te permet de tisser ces liens en fait, avec des gens avec qui tu n'aurais peut-être pas échangé en temps normal, entre guillemets? À fond. Ouais. À fond. Et ce qui est génial, c'est quand les gens m'ouvrent leur carnet d'adresses en me disant « contacte un tel que je connais ». Donc, ça veut dire qu'ils me font confiance. Ça veut dire qu'ils croient en mon projet. Enfin, c'est des signes de reconnaissance énormes. Et puis, effectivement, je toque à la porte de gens à la porte desquels j'aurais peut-être pas toqué parce que je voyais moins comment les aborder. Alors que là, en fait, je leur propose une visibilité, je leur propose cette curiosité. Tous les entrepreneurs, tous les professionnels aiment parler de leur passion, de leur métier. Donc, on est sur un terrain qui est hyper sympa, tu vois. Et donc, et effectivement, je rencontre des gens qui font des trucs incroyables. Et alors, si quelqu'un me dit « Ah non, mais moi, ce que je fais, c'est pas intéressant », alors là, ça pique ma curiosité encore plus. Et c'est vraiment les personnes... me raconter. Voilà. Et c'est vraiment les personnes que j'aime, justement, tu vois, mettre en avant. Et, ça me plaît beaucoup de faire ça. C'est trop bien, bravo pour tout ça. Et Merci. alors, ta vie à Atlanta, tu disais, là, c'est votre plus longue expatriation, votre plus... On n'est même plus expatriés, en fait. Maintenant, on est locaux. Pas, après, moi, ce que je veux dire par expatriation, c'est vivre à l'étranger. Je sais que c'est un terme un peu polémique, mais pour moi, non, c'est pas la polémique, c'est juste pour préciser, tu vois. Donc, non, bien sûr. Et donc, du coup, vous vous projetez, vous voyez continuer la vie aux États-Unis. Est-ce que tu peux me parler justement, je sais pas, de ton rapport à ces racines que vous posez justement aux États-Unis? Comment tu vis tout ça? En fait, ça s'est développé? On a tout de suite aimé les gens ici. Après le Brésil, on s'était dit on retrouvera jamais une ambiance comme ça, c'est pas possible, des gens aussi accueillants, etc. Si, en fait. La barre était haute, mais vous avez réussi. Ah oui, vraiment, les gens ici sont adorables. Ils sont très serviables, ils sont vraiment gentils, ils sont amicaux, et c'est des vraies amitiés, c'est-à-dire c'est pas toi tout le temps qui appelle pour solliciter des rencontres, etc. Non, ils t'incluent dans leur groupe. Moi, j'ai été intégrée ici hyper rapidement, quoi. Donc c'est vraiment génial. Donc on a beaucoup d'amis américains. On a beaucoup d'amis étrangers aussi parce qu'en fait, Atlanta, c'est très cosmopolite. Il y a beaucoup de grands groupes très internationaux. Donc du coup, c'est très mélangé. Et puis le climat est chouette. Atlanta, c'est une énorme forêt. Hier soir, il y avait une famille de coyotes dans mon jardin. C'était incroyable. Ils ont traversé le jardin. J'ai des renards, j'ai des biches, j'ai des aigles. Enfin voilà, tout ça dans mon jardin. Et la nature est magnifique. On a des saisons. C'est pas non plus monotone. On a un vrai printemps, un vrai automne. Ils sont très très beaux. Il n'y a pas tellement de menaces ni sismiques ni climatiques. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est quand même agréable. Et puis après, ça bouge pas mal. Atlanta, c'est devenu une capitale du cinéma.
Ouais, Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une ville qui... Ouais, c'est très intéressant. Et donc, il y a une qualité de vie qui est très chouette. Après, c'est sûr que quand on va en France, tu vois, on va au théâtre, on va faire des musées, enfin, on s'abreuve en fait d'histoire, parce que c'est vrai qu'ici, il n'y a pas, mais tu peux pas tout avoir en un seul endroit, ça n'existe pas. Et donc après, c'est un compromis. Et donc, nous, on a la chance en fait de pouvoir rentrer en France chaque année. On a notre famille qui vient nous voir aussi et qui nous dit mais on serait jamais venu à Atlanta si vous étiez pas là. Ouais. Et en fait, c'est moins connu, c'est pas New York, glamour, Los Angeles, voilà, ni Washington, ni quoi. Mais quand ils viennent ici, ils disent oui, mais on comprend que vous vous plaisiez. Ils nous disent oui, effectivement, ça mérite d'être découvert. Donc non, c'est très chouette. Donc coup de cœur, vous êtes bien là. Oui, on est très bien. Vous voyez vous installer à très long terme, ou vous voyez un retour en France à un moment, ou aller ailleurs à un moment ? Non, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est vivre entre les États-Unis et un autre endroit. Tu vois, à terme, soit le sud de la France, soit en Europe, soit au Portugal, en Espagne, je sais pas. J'ai encore trop de trucs à découvrir. Maintenant que vous avez les grands-enfants, c'est chouette, vous avez cette flexibilité-là aussi, vous n'avez pas les cycles d'école. Non, on a ça. Et on a la chance, en fait, que nos enfants habitent à Atlanta. Donc, on sait que ça va pas durer, donc on en profite à fond. Et notre aînée a une petite amie depuis 3 ans, c'est très sérieux. Et elle est américaine, elle est du Texas, et elle adore Atlanta. On s'entend hyper bien avec elle. Elle apprend le français. Donc, nous, on l'a intégrée dans notre culture. En fait, elle adore le cinéma français. Donc, c'est très sympa. Donc on profite, tu vois, parce que je sais que ça durera pas. Je sais que dans la vie, il peut arriver des trucs aussi moins sympas. Donc, tu vois, tu parlais de mantra. Et en fait, moi, c'est vraiment vivre au présent. C'est être dans le moment présent et savourer à 100% ce que je suis en train de vivre. Tu vois, de pas être le cerveau partout en même temps. Ce que je faisais beaucoup quand j'étais jeune, toujours en train de me projeter, etc. Et là, j'essaye vraiment de vivre l'instant présent. Ouais. Et bravo. Merci. C'est super inspirant tout ça. Pour terminer, j'ai une petite question traditionnelle que je pose dans chaque épisode, tu le sais peut-être. Si tu pouvais revenir en arrière, alors je précise, c'est pas forcément pour réécrire l'histoire, mais à quel moment est-ce que tu reviendrais en fait de ta vie, de ton parcours, et qu'est-ce que tu chuchoterais à l'oreille de l'Aurélie de cette époque-là ? Je reviendrai au moment d'humiliation que j'ai eu à l'école, de profs qui m'ont dit que j'étais nulle, moi j'ai redoublé une classe, tu vois, donc c'était bien que je redouble. J'ai redoublé ma seconde, j'avais 1 an d'avance, donc c'était très bien au bout, tu vois. Mais cette Aurélie-là, en fait, je lui glisserai « Fais-toi confiance ». Écoute-toi. Ouais. Tu y arriveras. Ouais, exactement. Ouais. Et très bien, effectivement. Ayez confiance et confiance en toi, et bravo pour ce super projet que tu as sorti de terre. Merci beaucoup Anne-Fleur. Plein de bonnes choses pour le futur. Merci infiniment. Et, un grand merci à toi. C'est moi qui te remercie. Très bonne journée. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Aurélie pour ce très chouette moment qu'on a passé ensemble, et puis pour tout ce qu'elle a bien voulu nous partager. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous le dis chaque semaine, mais je me permets de remettre une petite couche quand même. N'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit autour de la machine à café, dans le groupe WhatsApp de vos amis ou de votre famille, ou encore sur les réseaux sociaux. Chacun de vos partages compte énormément, alors merci par avance. Allez, je vous laisse tranquille pour cette fois-ci. Je vous retrouve donc mardi prochain pour ces nouvelles histoires et ces réflexions. À très bientôt.